Vous faites le pont entre ces micro-entrepreneurs et les institutions bancaires. Tout à fait. Alors, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que au niveau de l'ADI, en fait, il y a les institutions bancaires et la BPI, la Banque publique d'investissement, qui nous prêtent de l'argent. Et avec cette somme d'argent donc qui est négociée au niveau national, nous en fait on se débrouille pour financer les personnes qu'on juge opportun de financer. Ok. Voilà. Et donc l'association a été créée quand ? Alors, l'association a été créée il y a 35 ans au niveau national. Oui. Et là, on va fêter donc les 35 ans au niveau national et en même temps, on fête les 30 ans au niveau Bretagne. Mais peut-être qu'on va y revenir. Alors, pour donner quelques informations sur l'ADI, ça a été créé par une femme qui s'appelait Maria Novak, qui est décédée il y a environ 2 ans. Et c'était une personne d'origine polonaise. Donc, elle est arrivée en France autour des années 40. Donc, elle a fait une carrière d'économiste. Mm-hmm. Elle a été beaucoup en Afrique et en Asie du Sud-Est. Et elle a vu que le système de microcrédit fonctionnait bien en Afrique et en Asie du Sud-Est. Elle s'est dit, mais pourquoi pas développer en fait le microcrédit en Europe et plus particulièrement en France, puisque c'était son pays d'adoption. Et c'est pour ça que ça fait 35 ans que ça dure. Et aujourd'hui, en fait, on a un maillage territorial qui est très très important. On a 700 salariés. On a à peu près le double de bénévoles sur tout le territoire. Et si on décline en fait sur la Bretagne, sur le territoire breton, nous avons 7 agences sur les 4 départements et des permanences qui sont ouvertes autour de ces agences-là. Et sur le territoire du 22, par exemple, donc j'ai parlé en fait de Madame Guillou qui est à Saint-Brieuc. Il y a aussi une autre personne qui s'occupe du secteur de Dinan, mais il y a une agence à Saint-Malo, donc elle s'occupe du secteur de Dinan en même temps. Et puis une autre personne qui est plus sur le centre Bretagne, Madame Plancher, et donc qui s'occupe, sa permanence et ses locaux à Carré, mais aussi Loudéac, des permanences à Loudéac, à Rostronin, donc voilà, donc sur le territoire plus centre. Donc c'est vraiment très important en fait d'être au plus près du territoire, puisque par exemple moi qui m'occupe du territoire de LTC, eh bien, on va pas du tout avoir le même secteur économique, la même dynamique économique qu'en Centre-Bretagne, par exemple. Donc, il faut se faire connaître des personnes qui tournent autour de la création d'entreprises. Et il y a beaucoup, en fait, d'associations, de personnes, d'institutions, en fait, qui tournent autour de la création d'entreprises. Et quelquefois, en fait, même souvent, en fait, pour la personne qui commence, qui a une idée, c'est compliqué de savoir comment, en fait, on se débrouille, qui fait quoi, par quel bout on prend le problème. Et du coup, si je suis, pas encore micro-entrepreneur, si je suis soit en quête de reconversion ou sans emploi et que je me pose pas mal de questions, comment je peux démarrer? Comment je peux me mettre en route? Est-ce que vous avez des outils, des ressources pour justement que je puisse entamer ce chemin? Oui, alors nous on n'est pas les seuls, mais sur le secteur, il y a des personnes qui viennent nous voir et souvent quand c'est des personnes qui sont ce qu'on appelle en émergence, c'est-à-dire qu'ils ont juste une idée et qui se disent je lancerai bien mon activité, mais je sais pas par quel bout le prendre. Donc nous, on a une formation de 3 jours. Donc 3 jours, c'est court, mais en 3 jours, on fait vraiment l'essentiel sur la micro-entreprise et sur l'entreprise individuelle. Donc on parle des statuts, on parle de comment construire en fait son business plan, son plan d'investissement. On parle aussi de l'aspect commercial, vente, et puis donc on repart au bout des 3 jours avec
Les idées claires. Les idées claires. Et un plan d'action. Et souvent aussi avec une volonté et on repart reboosté, quoi. Parce que un autre problème, en fait, des entrepreneurs individuels, on va dire, c'est on est souvent seul, quoi. On est souvent seul avec ce gros paquet là qu'on ne sait pas par où prendre. Et pouvoir échanger entre les uns et les autres, c'est vraiment très important. C'est aussi ça qui fait que, par exemple, un espace comme celui où on est là, l'espace de coworking, BHZ Coworking, est important parce que ça permet d'échanger entre entrepreneurs et ça, c'est vraiment essentiel, quoi. Donc on comprend qu'il y a vraiment différentes façons d'investir ou d'épargner suivant nos différents profils. Selon toi, Sébastien, est-ce qu'il y a des bonnes habitudes financières en tant qu'indépendant à adopter? Et puis s'il y en a, peut-être en 3 grandes lignes, quelles sont-elles? Déjà, ce qui est très bien, c'est que je vais pouvoir rebondir sur ce que vous avez dit précédemment, puisqu'il y a des bonnes choses dans ce que vous avez exprimé qui sont en effet importantes de rappeler, ou en tout cas de préciser. Une des premières choses, je crois que c'est Gaël qui l'a dit, c'est l'objectif. C'est-à-dire avant même de choisir où on va investir son argent et comment on va l'investir, c'est pourquoi on l'investit. Donc ça, c'est très bien, c'est une bonne démarche. Est-ce que c'est pour la retraite, comme tu l'as dit tout à l'heure en faisant allusion au PER, au plan épargne retraite? Est-ce que c'est pour un projet de voyage, comme tu l'évoquais aussi tout à l'heure, Rosen? Voilà, l'objectif est hyper important. Alors, il y a les objectifs qu'on se fixe soi-même. Et puis, ce qui est important aussi, c'est avec le conseiller financier, lui peut aussi déceler des objectifs auxquels vous n'aurez pas forcément pensé. C'est ça qui est important aussi dans l'accompagnement. J'y reviendrai tout à l'heure et assez souvent. C'est important de se faire accompagner parce que, certains objectifs de la vie, soit parce qu'ils sont moins gais, le décès, la dépendance, les accidents de la vie, on n'a pas forcément envie d'y penser. Et pourtant, voilà, c'est important de se dire, voilà, c'est des objectifs qu'on espère qu'ils ne vont pas se produire, mais pour autant, il y a peut-être des choses à mettre en place et à anticiper pour moi, justement... J'ai juste une petite croyance peut-être limitante. Déjà, tu me parles de conseiller. C'est hyper important, oui. Mais est-ce qu'il faut un budget minimum à épargner pour aller voir un conseiller? Alors, donc c'est la deuxième chose que je voulais justement, sur laquelle je voulais rebondir. C'est que souvent, dans la finance, même quand on entend parler de gestion de patrimoine, on a l'impression que c'est pas pour tout le monde. Ou en tout cas, on a l'impression que pour faire cette démarche-là, et encore plus quand on est indépendant, on se dit, là, si on a un conseiller indépendant, un conseiller en gestion de patrimoine, il faut tout de suite arriver avec déjà un patrimoine, je dirais, consolidé, éventuellement, à 6 chiffres. À 6 chiffres, plusieurs biens immobiliers, etc. Non, en fait, on peut démarrer, comme l'évoquait Rosen, avec des petites sommes, ou comme tu l'évoquais, en ayant cette attitude fourmi, de dire à chaque fois qu'il y a une petite pièce jaune, je la mets dans le cochon, etc. Aujourd'hui, pour prendre des exemples assez concrets, on peut ouvrir un contrat d'assurance vie avec un ticket d'entrée de 500 €. Alors 500 €, c'est sûr que c'est pas 10 €, mais c'est pas 100 000 € non plus. Oui, quoi. oui. Donc je veux dire, à partir du moment où on a commencé à avoir cette démarche de mettre un petit peu de côté, on peut en tout cas accéder à des placements financiers qui vont nous permettre de placer notre argent de manière intéressante. J'y reviendrai tout à l'heure un peu plus dans le détail, mais avec des sommes en tout cas accessibles au plus grand nombre. Je pense qu'on peut se permettre de le dire. Donc l'objectif, est important. La deuxième chose, c'est en effet diversifier. Rosen a parlé du crowdfunding. Alors, je vais éviter l'anglicisme parce qu'il y en a beaucoup dans notre métier, mais alors je suis pas bon au niveau de l'accent. Crowdfunding. Donc je vous invite, voilà. C'est du financement participatif. Voilà. Je vous inviterai à aller sur Google, sinon dans ce que je vais dire, je vais donner les abréviations, puis je vais pas me lancer dans la prononciation. On les mettra en description. C'est ça. Et donc, en effet, il y a plein de variétés de placements. Donc, ce qui est important, c'est de diversifier. Voilà, de ne pas se contenter, même si le livret A qu'on évoquait, ça reste une trésorerie du quotidien et c'est une façon aussi d'épargner. Mais c'est une façon d'épargner sur du court terme. Tout simplement parce que par rapport au rendement qu'apporte le livret A, et quand on le compare avec l'inflation aujourd'hui, on gagne pas excessivement beaucoup d'argent. On perd, en fait. On peut même perdre des fois, oui. Mais ça reste une économie parce que au quotidien on a des aléas qui sont pas forcément prévus. Ça brûle un peu moins les mains que si c'était sur la carte. Ouais, c'est ça. Puis une panne automobile, des choses qui vont nous demander de sortir un peu d'argent. Et le problème, c'est que si on n'a pas cette réserve, en tout cas à travers ces livrets traditionnels que le grand public connaît, on va être obligé de sortir de produits plus rentables qui eux ont pas vocation à être des produits pour faire des allers-retours sans arrêt.
et voire même, on en parlera également. Tout à l'heure, je vais citer les différents risques qu'on peut trouver dans les placements financiers. Et parmi les différents risques, il y a le risque de liquidité. Certains placements, on ne peut pas en sortir comme ça à tout bout de champ. Il y a des durées, il y a des échéances, il y a des placements où il y a plus ou moins d'acheteurs et de vendeurs sur les marchés. Et donc, en fonction de tout un tas de paramètres, voilà, on dit qu'il y a des placements qui sont plus ou moins liquides, donc sur lesquels on peut avoir plus ou moins de facilité de sortir son argent. Donc c'est important en effet quand même d'avoir un livret A, voilà, pour ce quotidien, ces imprévus, sans avoir à sortir des placements de plus long terme. Donc j'ai parlé d'objectifs, savoir pourquoi on met en place la solution, diversifier, et puis en effet l'accompagnement à travers un conseiller et le voir assez régulièrement, quoi. Voilà, personnalisé. Ouais, personnalisé, et puis un suivi. Voilà, c'est-à-dire au-delà de la personnalisation, le monde bouge, l'économie change, et ce qu'on a mis en place en 2024 ne sera peut-être plus adapté à votre propre situation en 2030 et peut-être au monde dans lequel on évoluera en 2030. Donc c'est important de faire évoluer le produit aussi.